Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Dans cet épisode Historica numéro 22, on va décortiquer quelques différences qui existent entre l'une des premières versions du script de la mini-série, un montage provisoire de cette mini-série qui n'a jamais été rendu public, la version diffusée de la mini-série de 2003 et enfin la novélisation de cette mini-série qui a été publiée bien après sa diffusion. Certains de ces éléments nous permettront de mieux comprendre les intentions de son scénariste Ronald D. Moore lorsqu'il a commencé à écrire sa version de Battlestar Galactica. Décollage. Comme je le racontais dans l'épisode Historica numéro 20, le script de la mini-série a fuité fin 2002 sur le site Ain't It Cool News, un an avant la diffusion de celle-ci à la télévision. À l'époque, les fans de la série originale ont sauté sur l'occasion pour critiquer le projet. Mais aujourd'hui, cette première version du script nous permet de voir comment le projet a évolué dans son écriture. Car comme je l'ai dit dans les épisodes Analytica 13 et 14 consacrés à la mini-série, il existe bien évidemment quelques différences entre le script d'origine et ce qu'on a pu voir à l'écran. En voici quelques exemples supplémentaires que je n'ai pas mentionnés ou développés dans les épisodes Analytica. La scène d'introduction dans la station Armistice devait être plus longue et on devait voir l'officier vieillir année après année alors qu'aucun Cylon n'est jamais venu à sa rencontre. Ça, je l'ai déjà raconté. C'est pour cette raison que dans la mini-série, l'officier qui est censé être assez vieux est interprété par un jeune acteur qui porte un maquillage qui le fait paraître plus vieux. Le texte qui apparaît sur fond noir au tout début de la mini-série a évolué à plusieurs reprises. Le texte qu'on connaît est le suivant. Les Cylons ont été créés par l'homme, ils ont été créés pour faciliter la vie sur les 12 colonies, puis vint le jour où les Cylons décidèrent de tuer leur maître. Après un conflit long et sanglant, un armistice fut déclaré. Les Cylons partirent pour s'établir sur une autre planète, une station spatiale isolée fut construite pour que les Cylons et les humains puissent se rencontrer et maintenir des relations diplomatiques. Tous les ans, les coloniaux envoyaient un officier. Les Cylons n'envoyaient personne. Personne n'a vu ou entendu parler des Cylons depuis plus de 40 ans. Dans la version provisoire de la mini-série qui avait été envoyée aux médias avant sa diffusion télévisée, il y avait quelques phrases supplémentaires qui expliquaient qu'après leur création pour faciliter la vie sur les 12 colonies, les Cylons avaient évolué en soldats. Et lorsque la guerre éclata, les 12 mondes humains se sont alliés pour la première fois depuis des siècles. Trahis par leur propre technologie, ces 12 mondes ont combattu les Cylons avec des armes qui ne reposaient pas sur des ordinateurs. Il faut avouer que ces précisions sont soit superflues, soit redondantes avec des éléments expliqués plus tard dans la mini-série. Mais il existe encore une autre version de ce texte, et c'est celle du script préliminaire qui a fuité en 2002. C'est surtout le début qui est différent. Voici ce que disait cette version. Les Cylons ont été créés par l'homme. Ils étaient le produit d'un désir de rendre la vie plus simple sur la planète Kobol. Au départ, ils étaient de simples robots, des jouets, de quoi alimenter les conversations dans les soirées pour les riches et les gens branchés. Les Cylons sont devenus plus avancés. Ils ont commencé à travailler dans les mines pour faire le travail difficile et dangereux que l'homme ne voulait plus faire. Et quand les peuples des 12 colonies de Kobol ont décidé de se faire la guerre, les Cylons ont commencé à se battre et à tuer pour eux. Les Cylons étaient les meilleurs soldats que la planète ait jamais vus. Intelligents, rapides, mortels. Ils prenaient des décisions sans attendre les ordres. Puis vint le jour où les Cylons décidèrent de tuer leur maître. Les 12 se sont alliés pour la première fois depuis des siècles. Trahis par leur propre technologie, ils ont combattu les Cylons avec des armes qui ne reposaient pas sur des ordinateurs. Après un conflit long et sanglant, la guerre se termina enfin. Un armistice fut déclaré. Les Cylons quittèrent Kobol pour s'établir sur une autre planète. Une station spatiale isolée fut construite pour que les Cylons et les humains puissent se rencontrer et maintenir de relations diplomatiques. Tous les mois, les coloniaux envoyaient un officier. Les Cylons n'envoyaient personne. Personne n'a vu ou entendu parler des Cylons depuis plus de 40 ans. Voilà, je suis sûr que vous avez noté plusieurs différences notables dans cette version. Ici, l'histoire se déroule sur Kobol, donc
une seule planète avec 12 nations appelées colonies qui se font la guerre entre elles. Plus loin dans ce script, les scènes qui se déroulent sur Caprica dans la version qu'on connaît se déroulent également sur la planète Kobol, qui était donc la seule planète où se déroulait l'action de ce script préliminaire. Mais la plus grosse différence, c'est que la guerre contre les Cylons est une conséquence du conflit entre les 12 colonies, ce qui change pas mal la donne et qui rend les humains un peu plus responsables de ce qui leur est ensuite retombé dessus. Dans le montage provisoire de la mini-série, on pouvait également voir quelques images supplémentaires de l'échange entre numéro 6 et l'officier de la station. En effet, juste après lui avoir demandé s'il est vivant, et pendant qu'elle l'embrasse, on pouvait voir que la main de numéro 6 descendait pour saisir l'entrejambe de l'officier. Mais ce passage a été coupé du montage définitif. Et dans le script préliminaire, on apprenait également que les mains de l'officier touchaient les vêtements de numéro 6, tandis que sa main à elle s'introduisait sous la chemise et dans le pantalon de l'officier. Au début de cette scène, le script préliminaire indiquait également que l'officier était en train de manger une pomme, car c'était une volonté de Ronald D. Moore de bien indiquer que ces personnages humains sont proches de nous et qu'ils ne mangent pas des aliments inventés comme on a pu en voir dans d'autres œuvres de science-fiction. Toujours dans ce script préliminaire, on apprenait que les grandes bobines qu'Apollo utilise dans la soute du Colonial One pour simuler une explosion nucléaire servent en fait à propulser les missiles et les munitions. Mais dans la mini-série, ces précisions ont été abandonnées et on considère que l'armement des coloniaux utilise des systèmes de mise à feu similaires à ceux que l'on connaît et ne sont finalement pas des systèmes électromagnétiques. Un autre changement mineur entre le montage temporaire et la version définitive de la série peut être aperçu dans le plan en images de synthèse qui survole une étendue d'eau et qui se rapproche de la ville de Caprica City. C'est l'image qui a été reprise au début du générique de la série. Dans le montage provisoire, on pouvait voir quelques structures dans l'eau, alors que dans la version définitive, il n'y en a pas. Je l'avais déjà évoqué, mais la scène où Apollo dévie un missile du vaisseau de la présidente puis se retourne avec son Viper pour le détruire était beaucoup plus longue dans le script, avec une course-poursuite entre le Viper et le missile dans des canyons d'une petite lune à proximité. Une scène de ce type a été réutilisée dans l'épisode 10 de la saison 1. Dans le premier script, la première apparition de Baltar devait se faire dans un studio de télévision, alors que dans la mini-série, il était interviewé depuis chez lui. La scène de la mini-série montre mieux sa relation avec numéro 6 puisqu'elle entre librement chez lui pendant qu'il est à la télévision, et l'architecture de la maison montre mieux la situation de Baltar qui vit dans des conditions assez éloignées de celles du peuple de base. J'ai déjà mentionné également le fait que le Raptor de Boomer, ou son rapace en version française, est défectueux et que c'est pour cette raison qu'elle atterrit mal sur le Galactica et qu'elle s'engueule ensuite avec le chef Tyrol. Dans le script préliminaire du début de la seconde partie de la mini-série, il y a un dialogue supplémentaire à bord du Raptor de Boomer où le jeune Boxy lui demande si elle a des enfants. Boomer répond qu'elle ne pense pas pouvoir en avoir, ce qui deviendra un thème récurrent pour les Cylons dans la série, même si à ce stade de l'histoire, on ne sait pas encore que Boomer est un Cylon. J'ai déjà mentionné également que l'incident qui devait isoler Adama et Leoben à l'intérieur de la station Ragnar était censé venir de l'effondrement d'une grue, mais qu'il était finalement plus simple et surtout beaucoup moins cher d'expliquer ça par le biais de l'explosion accidentelle d'une ogive. Dans la scène d'action finale de la mini-série, le Viper d'Apollo est endommagé et ne peut pas rentrer sur le Galactica. Starbuck place alors son propre Viper face à celui d'Apollo pour s'y accrocher en travers et elle le ramène sur le Galactica. Dans le script préliminaire, la manœuvre était un peu différente car Starbuck sortait ses trains d'atterrissage et s'en servait pour s'arrimer de façon magnétique sur le ventre du Viper d'Apollo. La dernière scène entre le colonel Tai et Starbuck était écrite différemment dans le script préliminaire. C'est la scène où Tai vient complimenter Starbuck pour ses capacités de pilote et où elle l'envoie balader en l'insultant. Dans cette ancienne version du script, c'était Starbuck qui venait dire au colonel qu'elle comprenait qu'il avait dû prendre une décision difficile qui avait tué beaucoup de personnes pour éteindre l'incendie à bord du Galactica. Elle le traitait tout de même de trou du cul, mais elle ajoutait qu'il ne devait pas trop s'en faire car il avait pris la bonne décision. Toujours dans le script préliminaire, la discussion finale entre Roslin et Adama était plus longue. C'est la scène où elle lui dit qu'elle sait qu'il a menti au sujet de la Terre et où elle lui demande de la laisser gérer les affaires civiles avec son gouvernement. Dans le script, elle ajoutait que les enfants du président Hadar étudiaient les anciens textes de Kobol et qu'il n'y avait jamais rien trouvé au sujet de la localisation de la 13e colonie, à savoir la Terre.
Elle précisait aussi que dans la flotte qui accompagne le Galactica, il y a des écoles, des marchands, des services de police et des artistes, ce qui permettait d'avoir une meilleure idée de la variété du contenu de la flotte et aidait à imaginer comment la société civile pourrait se reconstruire. La révélation finale de Boomer, qui s'avère être une Cylon, n'apparaissait pas dans les versions préliminaires du script et Ronald D. Moore a précisé qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire de la présidente Roslin l'agent Cylon infiltré au sein de la flotte, contrairement à ce que croyaient beaucoup de fans avant la diffusion de la mini-série. Penchons-nous maintenant sur les différences entre la mini-série et sa novélisation qui est sortie en décembre 2005, soit 2 ans après la diffusion à la télévision. Cette novélisation a été écrite par Jeffrey A. Carver, qui est un auteur américain de science-fiction. Elle n'a jamais été traduite en français. Comme ce roman a été écrit bien après la première diffusion de la mini-série, il comporte de nombreuses petites précisions supplémentaires, dont certaines proviennent probablement des demandes des fans de la série, qui étaient au milieu de sa saison 2 à la télévision au moment de la parution du livre. Voici quelques exemples des précisions apportées par la novélisation, mais gardez à l'esprit qu'elles ne sont pas canon et proviennent uniquement de l'imagination de son auteur, car elles n'ont jamais été reprises dans la série. L'officier de la station Armistice qui se fait tuer au tout début est le colonel Wakefield, ce qui signifie que le nom de famille de son fils Boxy est également Wakefield. Il est confirmé que numéro 6 a tué le bébé sur le marché de Caprica pour lui éviter de souffrir durant les attaques qui sont imminentes. Ici, c'est précisé clairement dans le texte, mais ce n'était pas aussi clair dans le script qui avait servi au tournage. La version de numéro 6 que Baltar fréquente sur Caprica s'appelle Natasie. Alors, gardez à l'esprit que ce nom n'a jamais été repris en dehors de ce roman. Il ne faut donc pas le considérer comme officiel. La lumière rouge qui provient de la colonne vertébrale de numéro 6 pendant l'amour est en fait une lumière infrarouge, donc elle est invisible pour les humains. Voilà, du coup ça devient logique, si on veut. L'auteur ajoute le prénom Jane au personnage de Kali. Il est vrai que pendant très longtemps dans la série, on ignore si Kali est le prénom ou le nom du personnage. Mais dans la saison 4, on finit par apprendre que son nom complet est Calandra Henderson, et que Kali est donc un diminutif de son prénom Calandra. Donc elle ne s'appelle pas Jane Kali, contrairement à ce qui figure dans ce livre. Un dialogue indique que le Galactica ne transporte pas de munitions car la plupart d'entre elles ont été déposées dans une station nommée Rhapsody. Ça contredit une scène coupée de la mini-série qui montre que les munitions du Galactica ont été éjectées puis explosées dans l'espace. Alors qu'ils n'ont pas de nom dans la mini-série, le capitaine du Colonial One, le vaisseau de la présidente, est nommé ici capitaine Russo, tandis que son copilote est nommé Eduardo. Une scène décrit comment Gaius Baltar a survécu aux explosions sur Caprica. Le numéro 6 l'a projeté au sol et elle s'est jetée sur lui pour faire un bouclier avec son corps. Baltar est tout de même projeté à travers la pièce, mais il s'en sort indemne. La maison est complètement détruite et numéro 6 est morte avec sa nuque brisée. Baltar explique à Laura Roslin que suite aux attaques sur les 12 colonies, un hiver nucléaire est désormais constaté sur les 12 planètes qui sont donc devenues inhabitables. Alors, ça ne correspond pas à ce qu'on voit dans la série puisqu'il semble toujours y avoir du soleil sur Caprica après l'attaque des Cylons. Un passage supplémentaire raconte comment Adama a du mal à revenir vers l'entrée de la station Ragnar après s'être battu avec Leoben. Il s'effondre au sol juste au moment où son retour est remarqué par ses hommes. Baltar a récolté quelques échantillons de peau et de cheveux pour faire des tests sur l'équipage et déterminer s'il y a des Cylons parmi eux. Mais dans la mini-série, Baltar n'a fait aucun test et il ment à propos de Doral. Le livre tente de justifier l'erreur de continuité visible au début de la seconde partie de la mini-série, lorsque le Galactica fait un bond PRL avec ses baies d'atterrissage encore ouvertes. Il explique que dans l'urgence de la situation, Adama est obligé de tenter le saut avec les baies ouvertes. Le livre explique également que le Doral qui est abandonné sur la station Ragnar ignore qu'il est un Cylon, comme Boomer, et qu'il ne le comprend que lorsqu'il voit d'autres Doral qui viennent le chercher à la toute fin. Voilà pour ces petites différences et précisions qui ne sont pas canons. Maintenant, voici quelques éléments supplémentaires sur leur contexte d'écriture. Dans le livre Somewhere Beyond the Heavens de Lou Tambone et Rich Handley, l'auteur de cette novélisation, Jeffrey Carver, raconte qu'il n'était pas spécialement fan de la série originale Battlestar Galactica, qu'il faisait initialement partie de ceux qui ne voyaient pas l'intérêt d'un reboot, mais que grâce à une erreur d'installation qui faisait qu'il pouvait regarder la chaîne Sci-Fi sur le câble sans qu'elle ne lui soit facturée,
il a pu regarder la mini-série sans grande conviction au départ, mais il a fini par adorer ce qu'il avait vu. Selon lui, la novélisation est sortie aussi longtemps après la diffusion de la mini-série, car elle devait à la base être écrite par un autre auteur et sortir chez une autre maison d'édition que la sienne. Mais cette novélisation aurait finalement été rejetée par la maison d'édition en question, et il n'en sait pas plus à ce sujet. Son éditeur lui avait accordé 3 mois pour écrire la novélisation, ce qui impliquait une vitesse d'écriture nettement plus rapide que tout ce qu'il avait fait jusque-là. Il n'avait jamais écrit de novélisation avant celle-ci, mais il pouvait céder des DVD de la mini-série, ainsi que de divers documents fournis par le studio, comme la Bible de la série, le script ayant servi pour le tournage, et même quelques épisodes de la saison 1. Dans un premier temps, Carver voulait que son récit soit 100% fidèle à ce qu'on voyait dans la mini-série, mais il a fini par se rendre compte que ça ne fonctionnait pas pour toutes les scènes. En plus, en tant qu'auteur de hard SF, c'est-à-dire de science-fiction reposant sur des sciences réalistes, il ne pouvait s'empêcher de tenter de donner des explications à de nombreux éléments du récit, là où dans la série, on ne se posait même pas de questions. Carver se sentait bloqué sur certains points, et il a réussi à faire en sorte que son éditeur lui arrange une discussion avec Ronald D. Moore, qui avait écrit le script d'origine et qui était entre-temps devenu le showrunner de la série. Moore a fait de son mieux pour répondre aux questions de Carver, mais ce dernier s'est rendu compte que de nombreux points n'avaient pas encore été écrits pour la série. Par exemple, Carver était gêné de ne pas connaître le nom complet de certains personnages, comme avec Cally, dont je parlais plus tôt. Et c'est Ronald D. Moore qui l'a encouragé à inventer le nom ou le prénom qu'il voulait pour Cally ou numéro 6, même s'il n'en a pas tenu compte par la suite dans la série. Moore a en revanche demandé à Carver de ne pas trop s'aventurer sur le terrain de la religion, car il n'était pas encore sûr de ce qu'il voulait faire dans ce domaine et il préférait se garder ça afin d'éviter des contradictions trop flagrantes entre les deux versions. Carver a apprécié cette expérience d'écriture et il est ensuite devenu un grand fan de la série car il était très curieux de découvrir le destin de ces personnages qu'il avait décrits pour le livre. Il est resté fan de Battlestar Galactica jusqu'au bout, même s'il avoue avoir des sentiments contradictoires au sujet de la fin de la série. À la sortie du livre, Jeffrey Carver découvre à quel point les fans peuvent être pointilleux. Le jour même de la sortie du livre, un lecteur lui envoie un email pour lui signaler que l'indicatif de pilote d'Adama était Husker et non pas Husher, comme il l'avait écrit par erreur dans la novélisation. Sur internet, un fan a également noté que le nom de numéro 6 dans le livre, Natasi, pouvait se lire I, Satan quand on le lisait à l'envers. I, Satan signifie « moi, Satan » en français. L'auteur avoue que ce n'était pas du tout fait exprès. La novélisation ne s'est pas très bien vendue, certainement à cause de sa publication tardive et du fait que la mini-série était déjà largement disponible en DVD, sans parler des sites internet qui décortiquaient déjà chaque épisode de la série. Voilà, on a fait le tour de ces petites différences de scénario. C'était relativement anecdotique, je le reconnais, mais je trouve tout de même qu'il y a un élément très intéressant dans la version préliminaire du script, à savoir le fait qu'au départ, Ronald D. Moore rendait les humains nettement plus responsables de leur propre destruction, vu que ce sont les armes qu'ils utilisaient les uns contre les autres qui se sont retournées contre eux et qui ont provoqué leur alliance soudaine. Quelque part, cela introduisait beaucoup mieux le fait que les coloniaux sont loin d'être d'accord sur tout et qu'il existe forcément de grosses différences culturelles et politiques entre les différentes colonies. Mais le reste de la série a heureusement pu aborder ces questions au fil des saisons. Dans nos prochains épisodes Historica, on va se pencher sur les critiques qui ont été adressées à la mini-série de 2003, avec notamment un épisode complet consacré à une seule de ces critiques qui a été particulièrement violente et qui ne venait pas de n'importe qui. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres éditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte @dravenardrock, ça s'écrit DRAVENARDROK. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. Ciao!
Oh, attendez, partez pas. J'ai failli oublier de vous dire un truc. Ronald D. Moore avait révélé en mai 2020 au site Collider qu'il existait une version plus longue de la mini-série que personne n'avait jamais vue. C'était au même moment où il avait révélé qu'il existait une version durant 4 heures de la fin de la série avec un montage différent. Mais il avait ajouté que plus long, ce n'est pas forcément synonyme de meilleur. Et il y a peu de chances pour que ces versions longues du début et de la fin de la série soit un jour disponible pour les fans.